Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va prolonger l'esprit d'Halloween qui est déjà bien loin derrière nous, qu'on se le dise. Aujourd'hui, nous allons parler des sorcières. Quand je vous dis sorcière, vous pensez peut-être à l'affreuse belle-mère de Blanche-Neige ou encore à la belle mais inquiétante maléfique dans La Belle au bois dormant. Vous la voyez d'ailleurs peut-être sous les traits de la somptueuse Angelina Jolie dans le film éponyme. Certains d'entre vous pensent peut-être avec nostalgie aux séries des années 2000 comme Charmed ou Sabrina, où les sorcières sont de belles jeunes filles qui utilisent la magie noire dans un univers édulcoré. Si l'on s'écarte un peu des films, certains d'entre vous ont peut-être pensé à la chasse aux sorcières du macartisme aux États-Unis en pleine lutte anticommuniste. D'autres, au contraire, plutôt vu de belles femmes au charme envoûtant, ou complètement à l'inverse, certains d'entre vous ont peut-être eu une pensée pour leur vieille voisine inquiétante qui vit recluse seule avec son chat. Bref, quand je vous dis sorcière, c'est tout un imaginaire qui se met en place, chargé des références de chacun en matière de pop culture ou de littérature. Pourtant, quand je vous ai dit sorcière, vous avez sûrement été très peu à penser à un événement historique tragique et pourtant de très grande ampleur, c'est-à-dire le sexocide des sorcières qui dura près de 2 siècles. Et pour cause, je ne vous jette pas la pierre, moi-même, il y a quelques années, je n'avais pas entendu parler, ou ne serait-ce que vaguement, de ce sexocide des sorcières. On entend peut-être un peu parler de la chasse aux sorcières et on imagine tout de suite le Moyen-Âge, l'âge sombre de l'histoire européenne. Mais que nenni, contrairement à bien des idées reçues, le sexocide des sorcières a eu lieu à l'aube des temps modernes en pleine renaissance européenne. Du coup, la chasse aux sorcières, expression un petit peu édulcorée compte tenu des faits, correspond à l'assassinat de masse de femmes accusées de sorcellerie dans toute l'Europe, allant même jusqu'aux États-Unis protestants entre 1450 et 1650. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons donc parler du sexocide des sorcières. Le but, c'est pour vous de comprendre un petit peu mieux ce qu'il en était, d'une perspective historique, mais également les implications sociales que cela a. Et pour ce faire, je me suis appuyée sur 4 ouvrages des sciences sociales à ce sujet. Un essai de Françoise de Beaune qui s'intitule Le sexocide des sorcières, qui est paru en 1999. Un ouvrage de très grand public qui s'appelle Sorcières de Mona Chollet. Une somme très imposante de Guy Brechtel qui s'intitule La sorcière et l'Occident. Et enfin, un essai majeur des études féministes qui est Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Voilà pour les références, nous allons donc passer à la vidéo. Alors, la première chose qu'on va se demander, c'est bien évidemment de savoir qui sont les sorcières. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Moyen-Âge, la sorcellerie correspond en fait à l'herboristerie ou à celle qu'on appelle les physiciennes, c'est-à-dire des femmes pour la plupart, mais également des hommes, qui soignent avec les plantes. C'est donc un savoir ancien, traditionnel, une fine connaissance de la nature au service de la médecine qui n'est pas encore entérinée de manière rationnelle, comme ça l'a été à partir du 15e ou 16e siècle. Mais peu à peu, le sens que l'on met derrière le mot sorcellerie dévie. Être sorcière ou être sorcier revient à être un hérétique, c'est-à-dire une personne qui est contre la religion catholique, ou du moins contre la bonne morale catholique. Et au fur et à mesure que le mot dévie dans son sens, on remarque que la sorcellerie devient un fait de plus en plus féminin. En effet, de moins en moins d'hommes sont accusés d'être des sorciers. Les sorcières sont alors perçues comme des femmes qui participent à tout un imaginaire anti-catholique, avec par exemple les messes noires ou le fait de pactiser avec Satan. Les sorcières sont également accusées d'avoir une sexualité débordante, presque effrayante, et du moins un comportement qui va contre la morale chrétienne. Ainsi, le terme de sorcière devient une manière de caractériser péjorativement des femmes qui ont un mode de vie déviant par rapport à la bonne morale chrétienne, mais également des femmes qui, de manière générale, s'écartent du chemin qui était tracé pour elles. Par exemple, Virginia Woolf, dans Une chambre à soi, explique que les femmes cultivées qui s'isolent pour travailler, comme elle, sont souvent accusées de sorcellerie. De manière générale, l'imaginaire de la sorcière, c'est une femme qui mène une vie solitaire, donc qui n'est pas mariée, qui a un âge plutôt avancé, qui vit dans une habitation écartée, à l'écart du village ou de la ville, souvent en lisière de forêt. Par exemple, dans le film Cybèle, on a vraiment cette figure de la sorcière qui vit en lisière de forêt, dans un cabanon totalement isolé du reste de la communauté villageoise. Cela s'accompagne d'ailleurs souvent d'un aspect physique singulier, que ce soit par les vêtements, comme dans le film Cybèle, mais aussi par une particularité physique, soit une grande laideur, soit à l'inverse une extrême beauté.
Et c'est là où on retrouve la sorcière de Blanche-Neige et Maléfique dans La Belle au bois dormant. Également dans les critères de ce qui définit une sorcière, on a la compagnie d'un chat, un animal qui est considéré comme maudit et qui est d'ailleurs fréquemment brûlé en place publique à l'époque, mais on a également des traits de caractère qui sont censés définir la sorcière. Par exemple, une mélancolie persistante, qui pourrait aujourd'hui peut-être être expliqués comme les symptômes d'une dépression, font partie de l'imaginaire de la sorcellerie. Et surtout, à partir du XVe siècle, la sorcellerie est très nettement affiliée au milieu rural. En effet, il faut se remettre dans l'idée que le mot paysan vient de païen, et donc que dans le milieu rural, il y a des coutumes, des traditions qui ne s'inscrivent pas du tout dans la tradition catholique. Ainsi, la célébration de cultes anciens, comme par exemple avec les danses ou les chants en groupe nocturne à l'extérieur, sont perçus comme clairement affiliés à la sorcellerie. On le voit d'ailleurs dans le film de Céline Sciamma, Le portrait de la jeune fille en feu, où des femmes issues du milieu rural se réunissent autour d'un feu pour chanter des chants traditionnels. C'est d'ailleurs quelque chose qui est également évoqué par Jeanne d'Arc dans son procès, puisqu'elle se réfère aux farandoles de femmes autour de l'arbre des fées par exemple. Cela partit vraiment à l'imaginaire des sorcières comme étant des femmes isolées qui se réunissent pour célébrer des cultes sombres dont on ne sait pas grand-chose et qui surtout s'écartent de la religion catholique. Il y a également cette idée des femmes magiciennes, des femmes qui peuvent maîtriser les éléments. Et dans une époque où la météorologie était particulièrement déréglée, où il y a eu de grandes sécheresses, puis des pluies diluviennes et des famines qui ont décimé de grandes parties de la population européenne, eh bien cela faisait peur de se dire que des femmes pouvaient affecter la météorologie ainsi. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on retrouve dans la pièce de théâtre Macbeth de Shakespeare, où deux sorcières discutent et proposent de s'offrir l'une l'autre un air de vent. Bref, vous l'aurez compris, tout cet imaginaire de la sorcière, il est assez diffus et en même temps, il permet de justifier que le féminin soit perçu comme un danger imminent et universel qu'il faut à tout prix détruire. Maintenant qu'on a vu plus en détail quel genre de femmes étaient ciblées par les accusations de sorcellerie, nous allons parler plus en détail de la période qui s'étend donc de 1450 à 1650 en Europe et aux États-Unis et qui est donc la période du sexocide des sorcières. Alors, ce que Françoise d'Aubonne a surnommé le pieux sexocide, c'est donc, je le disais, étendu dans toute l'Europe et jusqu'aux États-Unis d'Amérique, donc peu après le début de la colonisation, sur une durée de 2 siècles, donc 1450-1650. Avant cette date, il y avait déjà quelques procès en sorcellerie, mais qui concernaient autant les hommes que les femmes et qui visaient essentiellement celles qu'on appelait les physiciennes, des personnes qui pratiquaient l'herboristerie. Par exemple, des archives révèlent qu'en 1130, à Toulouse, 19 personnes ont été brûlées sur place publique pour sorcellerie, et parmi ces personnes, seulement 2 femmes. Donc la sorcellerie commençait à être vue comme une menace, mais c'est qu'à partir de 1450 que les accusations de sorcellerie visent de manière systématique et quasiment pour l'essentiel uniquement des femmes. À partir de 1450, les archives montrent que des femmes ont été brûlées massivement à travers l'Europe. Par exemple, en quelques mois, dans la ville de Trèves, plus de 7000 femmes ont été brûlées. L'évêque de Trèves se vante d'ailleurs d'avoir brûlé tant de femmes que les hommes natifs de la ville doivent voyager très loin pour pouvoir trouver une épouse. C'est d'ailleurs des pratiques qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays où les avortements visant spécifiquement les fœtus de sexe féminin sont encouragés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le nombre de femmes tuées à cette époque est sans précédent. C'est quelque chose qu'on ne retrouve qu'à l'ère du fascisme au milieu du XXe siècle. Ce sont donc des assassinats de femmes qui sont organisés par l'Église. C'est-à-dire que le pape de l'époque, Innocent VIII, a donné sa bénédiction en publiant une bulle à ce sujet pour lancer le sexocide des sorcières au nom de la lutte contre l'hérésie. Le terme d'hérétique à l'époque, c'est un petit peu ce que le terme terroriste a pu être plus tard, c'est-à-dire un terme très vaste qui permet d'englober des réalités différentes et d'attaquer au nom de la lutte contre l'hérésie des personnes très différentes. Parmi les personnes qui ont organisé et perpétré le sexocide des sorcières, on retrouve donc des évêques, comme l'évêque de Trèves que je mentionnais auparavant, mais également des procureurs. On a par exemple Nicolas Rémy, procureur de Lorraine, donc né en 1530, mort en 1612, qui aurait, selon les archives, envoyé au bûcher plus de 3000 personnes, dont une écrasante majorité de femmes, au nom de la lutte contre la sorcellerie. Nicolas Rémy a d'ailleurs participé à instituer la doctrine du pacte satanique que passeraient les sorcières avec son ouvrage La démonolatrie. On a également Henri Boguet dans le Jura qui publie le discours exécrable des sorciers qui, malgré son titre masculin, parle en effet plutôt des femmes. Et puis on a également Jean Bodin, une figure intellectuelle phare de l'humanisme, précurseur de l'état de droit, qui est pourtant un ardent défenseur des crimes contre les sorcières. Donc vous l'aurez compris, c'est bien le pouvoir papal, donc catholique, et même une alliance en fait avec les pouvoirs politiques et juridiques qui ont organisé
les assassinats de masse qui ont visé les femmes qui étaient donc accusées de sorcellerie. Pour autant, il serait inexact historiquement de dire que seuls les catholiques ont participé à organiser le sexocide des sorcières, puisqu'en effet, le camp protestant est aussi en partie responsable des massacres des femmes. Luther, par exemple, a vigoureusement dénoncé la sorcellerie et incité au procès pour sorcellerie et donc à l'assassinat des femmes. Cela a donné lieu à de très nombreux procès du côté protestant, notamment aux États-Unis au tout début de la colonisation du territoire nord-américain. L'un des procès les plus célèbres, c'est le procès des sorcières de Salem. Donc c'est plusieurs personnes, hommes et femmes, et donc majoritairement des femmes, qui ont été accusées, jugées, voire tuées lors de procès en sorcellerie autour de la ville de Salem dans le Massachusetts. Cependant, si on veut être tout à fait exact, c'est aussi ces procès, les procès de Salem, qui ont mis un coup d'arrêt au procès pour sorcellerie sur le territoire nord-américain, puisque au cours des procès qui visaient les sorcières de Salem, le leader du clergé bostonien à l'époque a publié un texte dans lequel il remet en cause le processus juridique qui vise en fait à tuer ces femmes. Donc dans ce texte qui s'intitule « Cas de conscience sur les esprits maléfiques », on a donc cette idée qu'il apparaît comme préférable de laisser s'échapper et vivre 10 sorcières plutôt que de condamner et de tuer un innocent. Donc c'est ce texte qui met un coup d'arrêt au sexocide des sorcières sur le territoire nord-américain. Cependant, en Europe et notamment en France, ce n'est pas du tout pour des raisons humanistes que s'est arrêté le sexocide des sorcières. En effet, donc au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire à la cour de Versailles, sous Louis XIV, on en est là, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au moment où Louis XIV était le roi soleil, que les sciences étaient développées, qu'on était sur temps moderne en fait, eh bien on en était encore à faire des procès pour sorcellerie et tuer à grande échelle des femmes. Bref, donc à la cour de Louis XIV, plusieurs femmes ont été accusées d'avoir consulté une sorcière qui s'appelait Lavoisin. C'est l'affaire des poisons dont vous avez peut-être entendu parler. Au même moment, on a également la Montespan, donc l'une des favorites les plus exposées de la cour, qui est accusée de participer à des messes noires. Et donc face au scandale, puisque la sorcellerie toucherait même les plus hautes sphères de l'État, Colbert, dans une forme de bon sens ministériel, décide de décrier la sorcellerie, de décrédibiliser les pratiques des sorcières pour en fait faire de la sorcellerie une imposture plutôt qu'un crime. Et de cette manière, il va pouvoir protéger les plus hautes sphères de l'État. D'ailleurs, peu après l'affaire des poisons, une pièce de théâtre est commandée à Thomas Corneille, c'est La sorcière démasquée, dans laquelle les pratiques de sorcellerie sont tournées en ridicule. Le but, c'est donc d'éviter un scandale dans les plus hautes sphères de l'État, et c'est ainsi qu'on met fin de manière générale dans toute la France et l'Europe au procès pour sorcellerie. On a donc pendant 2 siècles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 2 siècles, c'est tout simplement énorme, des milliers de femmes qui sont assassinées en Europe et aux États-Unis au nom de l'hérésie et donc de la sorcellerie, dans une dynamique et une logistique impulsée et organisée par les plus hautes sphères religieuses et politiques. Voilà donc pour les faits historiques concernant le sexocide des sorcières qui a eu lieu sur près de 2 siècles. Je vais me boire un petit verre d'eau. On voit mon beau vase. Bon, allez, fin de la petite pause. Alors, vous l'aurez remarqué, depuis le début de la vidéo, j'évite au maximum de parler de la chasse aux sorcières. Je préfère utiliser un autre mot qui est donc sexocide. Alors, le terme de sexocide a été inventé par Françoise de Beaune sur les bases du terme de génocide. Le terme génocide, qui vient du grec génos, donc la race, et du latin sida, tuer, est un terme qui a été entériné par l'ONU donc en 1948, au lendemain de la Shoah, pour désigner une série d'actes commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe ethnique, racial, religieux ou national. Donc, hormis le meurtre pur et dur des membres du groupe, il y a une liste d'actes qui participent au génocide, qui sont par exemple l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des personnes du groupe, la soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions d'existence qui doivent entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mais également toute mesure visant à entraver les naissances et donc à ne pas permettre la reproduction du groupe, mais encore tout ce qui concerne les transferts forcés d'enfants.
Donc pourquoi Françoise de Beaune, elle invente un mot qui part en fait de la même logique que le génocide. Elle remplace donc la race génos par le sexe. Et donc pourquoi est-ce que Françoise de Beaune reprend cette idée de génocide pour parler des meurtres des sorcières? Eh bien parce que selon elle, toute cette période a été marquée par une organisation visant à encadrer les meurtres commis contre une catégorie humaine particulière, c'est-à-dire les femmes. D'ailleurs, Françoise de Beaune, elle combat pour faire entrer le terme de sexocide dans la langue française, tout comme auparavant, elle a fait entrer un autre mot dans la langue, c'est le mot de phallocrate, qui n'existait pas avant elle et qui désigne donc la domination hégémonique des hommes sur les femmes. Et donc les chercheurs spécialistes de la question s'accordent pour dire que le terme de sexocide est plus à même de témoigner de l'organisation politique et religieuse qu'il a fallu pour perpétrer ces crimes de masse de femmes. Par exemple, Silvia Federici rappelle bien que le sexocide des sorcières n'est pas le résultat d'un mouvement spontané ou d'une forme de panique de la population. Elle montre bien que les assassinats de femmes résultent d'une logistique organisationnelle et administrative. Et donc là encore, on peut faire le parallèle avec les génocides, tout comme l'Holocauste, qui était organisé par les pouvoirs en place. Mona Chollet, dans Sorcière, fait le même parallèle, où elle explique que de la même manière que dans l'Holocauste, on a une dynamique qui est impulsée par les plus hautes sphères pour mener en fait à une accumulation des discours de haine et à une forme en fait d'hostilité dans la population qui en est rendue presque obsessionnelle et qui permettent au pouvoir en fait de légitimer et de justifier le passage à la violence physique qui alors est perçue comme légitime pour défendre le corps social. En fait, ce que les chercheurs et chercheuses expliquent à ce sujet, c'est que concernant la Shoah, il y a eu de très nombreuses recherches pour tenter d'analyser et de comprendre comment s'est formée cette mentalité qui, au final, était prête à accepter la réalité d'un massacre racial. Des choses qui nous paraissent totalement insensées et impensables depuis notre position actuelle. Or, cette méthodologie, elle n'a pas été appliquée au phénomène dit de la chasse aux sorcières et qu'en fait, personne jusqu'à la fin du XXe siècle n'a cherché à récapituler toutes les politiques de dénigrement, d'insultes, d'accusations permanentes qui visaient les femmes au nom de la sorcellerie, depuis les origines du catholicisme, en passant par le Moyen-Âge, jusqu'à mener au passage à l'acte avec la bulle d'Innocent VIII et l'appel au meurtre des sorcières, et donc des femmes. Ce parallèle entre le sexocide des sorcières et le génocide des juifs, les chercheurs l'amènent à un autre niveau et l'analysent comme étant en fait tout un processus qui a permis de fabriquer un autre indésirable et dangereux. Alors l'un des points communs qui honnêtement fait un peu froid dans le dos, il est mis en avant par Françoise de Beaune dans son essai Le sexocide des sorcières, puisque elle fait un parallèle en fait entre Mein Kampf, donc le manuel antisémite hitlérien, et un ouvrage qu'on appelle en français donc Le marteau des sorcières, qui a été écrit par Kramer et Sprenger au XVe siècle. En fait, ce que dit Françoise de Beaune, c'est que ces deux ouvrages appartiennent à l'hallucinante possibilité humaine de déchaîner un massacre à partir d'un raisonnement digne d'un aliéné. En fait, Françoise de Beaune explique que le marteau des sorcières, qui est à l'époque un best-seller, agit comme un guide qui explique comment en arriver à la détection et à l'extermination des sorcières, mais également entretient cette obsession pour l'élimination des sorcières et donc des femmes et cette méfiance généralisée du coup envers les femmes. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage en latin, Malleus Maleficarum, aurait dû être Malleus Maleficorum, mais dans ce cas-là, on aurait été plus dans une dimension des sorciers et sorcières. Ici, on vise spécifiquement les femmes. D'ailleurs, les auteurs le disent dans le livre, les sorciers sont bien peu de choses, pour signifier que c'est bien des femmes qu'il faut se méfier quand on en arrive à la sorcellerie. Selon Françoise de Beaune, Le marteau des sorcières, tout comme Mein Kampf l'a été, est un ouvrage qui incite clairement au meurtre d'une catégorie particulière de la société, en la personne des femmes. Mais ce que dit Françoise de Beaune et qui est extrêmement intéressant, c'est que ce texte, donc le marteau des sorcières, est en contradiction avec l'évangile, avec la base, le socle de la religion catholique. Parce qu'en effet, dans la religion catholique, normalement, tout péché, même le péché originel, peut être lavé par le baptême. Or, les femmes, selon le marteau des sorcières, ne peuvent pas bénéficier de cela. Bref, au-delà du parallèle entre Mein Kampf et le marteau des sorcières, Françoise de Beaune, ainsi que les autres autrices et auteurs qui ont participé à la théorisation scientifique de ce sexocide des sorcières, font un parallèle entre juifs et sorcières en ce qui concerne l'imaginaire. Ce qu'il faut se remettre en tête, c'est que à l'époque, les juifs et les sorcières étaient également perçus comme étant des hérétiques. Les sorcières parce qu'elles ont des pratiques déviantes qui ne respectent pas la bonne morale catholique, et les juifs parce qu'ils sont tout simplement accusés d'avoir rendu possible le meurtre de Jésus.
Et donc on a, selon les chercheurs spécialistes de la question, tout un imaginaire commun de l'hérétique qui unit en fait les juifs et les sorcières. En témoigne le Shabbat, qui est donc le jour de repos sacré des juifs, mais qui est également le nom donné aux messes noires auxquelles se rendent les sorcières. D'ailleurs, on disait des sorcières qui se rendaient à la messe noire qu'elles allaient à la synagogue. Ce parallèle entre les juifs et les sorcières, c'est quelque chose qui est totalement verbalisé et accepté à l'époque. Au XIVe siècle, on a d'ailleurs un théologien espagnol, Álvaro Pelayo, qui déclare que la femme est semblable aux juifs. D'ailleurs, c'est intéressant, ici il ne dit pas la sorcière, il dit bien la femme. Et Mona Chollet met en avant quelque chose d'assez intéressant dans son essai, c'est que, ce qui concerne la représentation des sorcières et des juifs, on a un imaginaire commun là encore, puisqu'on a souvent le nez crochu, qui est un attribut physique totalement inventé en quelque sorte, mais qui serait le point commun pour reconnaître un juif ou pour reconnaître une sorcière. Mais donc, au-delà du moment le plus fort du sexocide des sorcières, la question que se posent les chercheuses et les chercheurs, c'est de savoir d'où vient la haine des femmes qui a pu mener à un tel massacre. Pour en arriver à comprendre pourquoi l'Occident chrétien s'est acharné ainsi sur les femmes jusqu'à souhaiter leur élimination systématique, Françoise d'Aubonne retourne aux origines de la civilisation occidentale et du coup aussi de la religion catholique pour tenter d'expliquer les origines de la haine des femmes. Alors, dans les évangiles, et même selon les pères de l'Église, il y a quand même toujours cette idée constante que la femme est un homme diminué, ce qui se traduit par de nombreux interdits religieux concernant notamment la sexualité. Pourtant, ce que Françoise d'Aubonne nous dit, c'est que Jésus, donc Jésus de Nazareth, défendait un message plutôt anti-patriarcal. Les théologiens, les spécialistes de la vie de Jésus ont montré que de son vivant, il défendait un nouveau rapport au sexe féminin sur une base d'égalité. Il y a de très nombreux épisodes de la Bible qui montrent ça, enfin bref, je vais pas revenir en détail, mais tout ça pour nous dire qu'en fait le sexocide des sorcières a été perpétré au nom d'une religion qui elle-même n'est pas patriarcale à ses origines. On a donc une rupture complète et une inversion des valeurs au sein de la religion catholique qui permet d'en arriver au massacre des femmes. En fait, ce que nous dit Françoise d'Aubonne, c'est que Jésus de Nazareth est arrivé en rupture complète avec la société fondamentalement guerrière et masculine dans laquelle il a vécu. Cette société masculine guerrière, elle trouve ses origines dans l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, qui a renversé la déesse Ishtar, qui incarnait la fécondité, la fertilité et le rapport à la nature. On a eu un premier bouleversement dans les rapports de sexe à ce moment-là. Françoise d'Aubonne estime que c'est aussi là le début du patriarcat, et elle montre bien que Jésus arrive comme un personnage en rupture complète avec les rapports de sexe de son époque. Pour autant, ce qu'elle explique, c'est que dès l'aube du christianisme, on a un rejet des valeurs évangéliques favorables au féminin, avec par exemple l'invisibilisation dans les évangiles de figures d'apôtres féminines, comme Tabitha par exemple, qui est une apôtre reconnue par l'Acte des Apôtres, donc une apôtre femme, mais qui est totalement effacée des évangiles. Il en est allé de même pour d'autres disciples de Jésus, donc les historiens ont pu identifier plusieurs disciples féminines, par exemple Priscilla ou Junias. Également, ce qu'elle explique dans la mise en récit de la vie de Jésus et donc aux origines du christianisme, c'est que le Messie finalement né d'une vierge, et donc cela sans fécondation masculine, est montré comme étant le fils d'un homme. Le rôle de la religion n'est plus approuvé en ce qui concerne le sexocide des sorcières, cependant il y a d'autres théories, d'autres hypothèses quant à ce qui aurait mené au défoulement d'une haine du sexe féminin qui a poussé à un sexocide. Et l'une de ces hypothèses, c'est l'idée d'une rivalité professionnelle. Alors, quand je dis rivalité professionnelle, je parle bien d'une rivalité professionnelle entre hommes et femmes. En effet, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, pendant tout le Moyen-Âge, les femmes ont la main mise sur la maîtrise de l'herboristerie. La figure de la physicienne est très respectée dans les communautés, et donc il y a un véritable savoir-faire des femmes en ce qui concerne la médecine. Les doctoresses étaient particulièrement respectées et nécessaires puisque les moines avaient interdiction de soigner les corps de femmes. Autre figure, au-delà de la physicienne qui était très respectée à l'époque, c'était celle de la miresse, qui se trouvait souvent sur les places dans les villes de pèlerinage et qui était à la fois une diseuse de bonne aventure et une doctoresse. On a plusieurs figures féminines très importantes de l'époque qui ont été identifiées par les historiens. Par exemple, Hildegarde de Bingen, qui est une abbesse mais également une compositrice et donc une physicienne qui a rédigé un traité de médecine. Bref, tout ça pour dire que dans le Moyen-Âge, les femmes doctoresses, donc physiciennes, étaient particulièrement respectées et reconnues.
Puis on a plusieurs éléments qui viennent compliquer l'existence des femmes doctoresses. D'abord, on a Charlemagne qui met fin à la puissance et à l'autonomie des monastères féminins qui deviennent en fait de petites principautés en dehors du contrôle de la monarchie. Et ensuite, on a Charles VIII qui interdit aux femmes l'exercice de la profession médicale. En effet, à ce moment-là, on a le développement de la faculté, et notamment des facultés de médecine. Or, ces facultés, elles sont réservées à une stricte élite masculine. Et au-delà de ça, les facultés n'acceptent même que les hommes célibataires, puisque les hommes mariés ont touché les femmes. Et donc, on a un champ de la médecine qui se rétrécit très nettement. Les femmes n'ont plus le droit d'exercer. Les moines ne sont pas allés à la faculté et dans tous les cas, ils n'ont pas le droit de toucher les femmes. Donc, on a seulement des médecins qui ont été à la faculté, qui sont des hommes célibataires, non religieux, qui ont le droit de pratiquer la médecine. Le champ de la médecine se rétrécit, sort aussi des campagnes, on est seulement dans des élites plutôt urbaines, et s'ensuit en fait une série de nombreuses épidémies qui ont ravagé l'Europe. Et donc, dans la période où on est en train de rationaliser la science, d'atteindre une meilleure connaissance du corps humain, de développer la médecine, on a en fait toute une fabrique de cette science nouvelle et donc de cet homme nouveau qui s'accompagne d'un véritable crime contre les femmes. D'ailleurs, dans son ouvrage, Guy Bechtel dit bien que la machine à fabriquer l'homme nouveau était aussi une machine à tuer les femmes anciennes. Du coup, comme le dit Mona Chollet, la médecine semble vraiment avoir été la scène centrale sur laquelle s'est jouée la guerre de la science moderne masculine contre les femmes. Et enfin, la troisième hypothèse, c'est aussi que dans un moment de grande transformation socio-économique, eh bien, le fait de perpétrer un sexocide des femmes, donc d'entretenir la haine des femmes, a permis de transformer les rapports sociaux et notamment les rapports de travail. C'est l'hypothèse que défend Silvia Federici dans Caliban et la sorcière. La thèse principale de Silvia Federici dans ce livre, c'est de dire que la chasse aux sorcières, donc le sexocide des sorcières, a permis de préparer la division sexuelle du travail qui était requise par le capitalisme du début, en fait, de la période industrielle. Et donc, ce que Silvia Federici explique, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'exploiter les femmes sexuellement et économiquement, qu'il s'agissait aussi de chercher à les contrôler, sans jamais relâcher la surveillance, avec du coup la crainte d'être accusée de sorcellerie, et donc cela en allant jusqu'à les éliminer, les supprimer purement et simplement. Ce que nous dit Silvia Federici, c'est aussi que le sexocide des sorcières, donc le fait de tuer des femmes, n'est que finalement la monstruosité la plus voyante de cette époque, qui en fait voit se développer de manière plus générale une forme d'offensive globale contre les femmes. Et du coup, elle estime que c'est à partir du sexocide des sorcières que se développe ce stéréotype de la femme faible de corps et d'esprit et du coup inférieure à l'homme. Une femme qui serait du coup biologiquement sujette au mal M-A-L. Et donc en fait c'est le développement de ce stéréotype de la femme qui pourrait facilement tomber dans le péché et qui en plus est faible dans l'esprit et dans le corps qui justifie la prise de contrôle des hommes sur les femmes dans tous les domaines. Et du coup c'est cela qui, selon Silvia Federici, aboutit au nouvel ordre patriarcal. Alors voilà pour l'essentiel des informations que je voulais vous partager au sujet du sexocide des sorcières. Je voulais terminer cette vidéo en évoquant le fait que certaines branches du mouvement féministe contemporain se sont réappropriées la figure de la sorcière dans les luttes. On a par exemple les femmes donc sorcières du mouvement Women's Lib, donc aux États-Unis. Ce sont des femmes qui, dans les années 70, ont manifesté en s'habillant donc dans l'imaginaire de la sorcière avec des chapeaux pointus et des balais, etc., qui ont semé la pagaille à Wall Street jusqu'au point de faire chuter la bourse pendant quelques jours. Donc en France, le terme de sorcière, il n'a pas été vraiment revendiqué par les féministes, notamment du MLF, donc du mouvement de libération des femmes qui était actif à la même époque. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je vous invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet si vous ne l'avez pas encore vue. Si les féministes françaises ne sont pas réappropriées le mot sorcière, c'est aussi parce qu'en français, il a eu un sens de plus en plus édulcoré, notamment du fait des représentations au cinéma, dans les séries, etc. Et que aux États-Unis, dans l'anglais américain, il y a quand même beaucoup plus ce sens d'injure et presque d'insulte quand on dit à une femme qu'elle est une sorcière. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de féministes qui se revendiquent de la sorcellerie, notamment qui cherchent à théoriser les liens particuliers qu'ont les femmes avec la Terre, avec l'univers, en se réappropriant tout cet imaginaire qui nous vient tout droit de la période du grand sexocide des sorcières.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un sujet qui est évidemment pas simple à traiter puisqu'on parle quand même de l'assassinat massif de milliers de femmes. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis d'en savoir plus sur cette période et également sur tout l'imaginaire de la sorcière aujourd'hui. Voilà, c'était pour moi très important de partager une vidéo à ce sujet avec vous parce que c'est quand même fou de réaliser que le sexocide des sorcières est en fait tout simplement effacé de l'histoire. On en entend un petit peu parler mais sans plus, alors que c'est quand même un fait majeur des temps modernes dans notre civilisation européenne. C'est quand même pas si loin de nous et on n'en parle pas, ou du moins on en parle mal. Donc j'espère que cette vidéo aura contribué à rétablir un petit peu de vérité à ce sujet. Voilà, je vous invite de manière générale à vous questionner quand vous êtes en cinéma ou que vous regardez une série qui a des sorcières, vous questionner sur tout cet imaginaire de la femme sorcière. Et puis j'ai hâte de vous lire en commentaire, de savoir ce que vous en pensez, si vous avez aussi des références à des sorcières que je ne connais pas ou que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo. Voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à présent. J'en profite aussi pour vous remercier puisqu'on a dépassé le millier d'abonnés sur Sociologos. Ça me paraît totalement irréel de me dire que vous êtes plus de 1000 personnes à me suivre sur cette chaîne. Ça fait tout juste un an que j'ai lancé Sociologos et j'aurais jamais pensé toucher une telle audience et entrer dans vos écrans. Donc merci encore de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant juste en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo et à faire vivre Sociologos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je partage davantage mon quotidien de doctorante en sociologie. Un grand merci à vous, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis donc à bientôt sur Sociologos.